Bonsoir Christophe Rivenc. Bonsoir Thierry Allard. C'est pas trop dur de coller des affiches de Valérie Pécresse, vous qui étiez soutien de Xavier Bertrand? Mais pas du tout. Je ne vais pas vous dire que je n'aurais pas préféré que le candidat que je soutenais, duquel je suis très proche, je le redis aussi, je fais partie, il m'a désigné comme l'un de ces 12, responsables de région, puisque je suis le responsable de la région Occitanie, l'ensemble de la région pour son mouvement Nous la France, qui fait partie des Républicains, donc il n'y a aucun problème. Mais comme j'avais dit déjà avant ce premier tour, mon choix numéro 1, c'est Xavier Bertrand, mon choix numéro 2, c'est Valérie Pécresse, et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un beau tandem, plus tous les autres qui sont autour, et nous sommes derrière Valérie Pécresse sans état d'âme, que je connais bien par ailleurs aussi. On s'est beaucoup rencontrés, je l'ai fait venir à Alès, on s'apprécie beaucoup, et Xavier Bertrand fait partie de cette aventure, et il aura, je ne sais pas quoi, mais il aura un rôle important quand Valérie Pécresse sera à l'Élysée, Xavier Bertrand aura un rôle important. Et moi, je suis très proche de tous les deux. Vous savez, Xavier Bertrand, on a commencé ensemble, on a le même âge. Valérie Pécresse, on a le même âge tous les trois, on va dire. Donc on a commencé pareil sur les bancs de l'école. Elle a adhéré plus tard que nous, mais avec Xavier Bertrand, nous étions en 83 à Nîmes, aux universités des jeunes RPR qui avaient lieu à Nîmes en 83. Voilà, on s'est connus là. Imaginez un peu, lui a fait un chemin que je n'ai pas fait. Moi, j'ai préféré rester au niveau local. Lui a brillé, il a été député, ministre. Ça a été un grand ministre de la Santé, d'ailleurs, c'est reconnu par beaucoup, un grand ministre du Travail. Et c'est quelqu'un de très compétent, un grand président de région. Donc, je n'ai aucun état d'âme. Et vous savez, je l'ai eu régulièrement. On s'est beaucoup appelé avec Xavier ces derniers temps. Et c'est quelqu'un qui a quand même une capacité, justement, à ne pas être passé au-dessus de la déception et d'avoir embrayé de suite et d'être présent sur la photo. Il aurait pu mal le prendre. Parce qu'effectivement, il a fait quand même le choix de participer. Et moi, je dis chapeau, comme aux autres. Moi, je dis chapeau Xavier, chapeau Valérie. Donc, j'ai pas de... C'est pas dur, c'est la vie démocratique. Hein. Et si une on question pas le plus locale autour des législatives. Thierry. Oui. Elles sont gagnables, ces législatives, pour les Républicains. L'union de la droite et du centre, est-ce qu'elle est préférable pour l'emporter? Et je parle notamment des circos 4 et 5, 4e et 5e circos qui concernent le nord du Gard. Mais bien sûr que l'union est toujours nécessaire. Encore faut-il de savoir dans quel but on s'unit. Donc moi, j'ai vu que a priori les candidats du centre soutiennent Valérie Pécresse, et c'est plutôt une bonne chose. Et puis complètement, je pense que bien sûr, on part toujours à la bataille pour les gagner. Et je pense qu'effectivement, il va être nécessaire aujourd'hui... Pourquoi sur la 4, il y a autant de candidats? Qu'est-ce qui se passe entre Max Constant, entre Philippe Ribaud, Jean-Pierre de Faria? Mais il n'y en aura qu'un à la fin, vous inquiétez pas. Je le pense, du moins. Je pense qu'il n'y en aura qu'un, parce qu'ils sont tous les trois responsables. C'est trois amis. Bon, bien sûr, Max Constant, imaginez bien que, effectivement, d'une part, il est dans ma famille politique, puis d'autre part, c'est... Est-ce qu'il laisserait sa place c'est mon maire. Est-ce qu'il est envisageable qu'il laisse sa place à un des deux centristes? Écoutez, l'avenir le dira. Moi, je sais que Max Roussan, avec qui j'en ai parlé encore aujourd'hui, est toujours très motivé pour y aller et poussé par beaucoup de gens. De ne pas y aller? Très sincère. Alors, je vais vous dire, vous n'allez peut-être pas me croire, mais je vais vous dire quelque chose. Max Roussan a pris sa décision tout seul, comme un grand qu'il est, sans m'en parler, pour annoncer sa candidature. C'est la première fois d'ailleurs en 30 ans, puisqu'il a toujours demandé mon avis. Et là, justement, pour éviter peut-être de me faire prendre un choix, soit dire d'y aller ou pas y aller, il a pris cette décision. Et c'est très bien. Et Max Roustan a encore tellement de choses à dire pour ce territoire. Et voilà. Après, je vous dis, on se bat pas. Philippe Ribaud, c'est un ami. Il est vice-président de mon agglomération. Jean-Pierre de Faria n'est pas l'agglo, c'est un ami de longue date. Vous êtes pas mal à l'aise quand même entre les trois aujourd'hui? Mais je suis pas tout mal à l'aise. C'est vous le leader d'Alès aujourd'hui. Vous n'êtes pas un peu mal à l'aise d'avoir ces trois amis qui... Non, parce que moi, je soutiendrai le candidat républicain. Je soutiendrai le candidat républicain et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire en sorte qu'il y ait un seul candidat. Et puis on verra. Et on va être très clair aussi. C'est que, quelque part, le résultat législatif sera très dépendant du résultat des présidentielles. Donc, effectivement, si Valérie Pécresse est présidente de la République, il y a de très fortes chances quand même que les 4e et 5e et d'autres circonscriptions, la 2, la 3, la 6... la question, juste pour aller un petit peu plus loin, M. Rivenc, c'est que, in fine, ils ne se mettaient pas d'accord et qu'ils y allaient tous. Est-ce que ça ne va pas laisser des traces après cette élection? Christophe, est-ce que ce n'est pas ce qui fait le jeu des partis montagnes? Attendez, on est dans la présidentielle, on ne va pas se projeter déjà. J'aime bien Jean-Pierre, pareil, j'aime bien Philippe Ribaud. Monsieur Roustan aussi, c'est pas un souci, bien au contraire. Mais est-ce que c'est pas ça qui fait monter justement, ou que les gens en ont marre, que les Alésiennes et les Alésiens en ont marre en général, que la population en général en a marre, et que ça fait monter les extrêmes? Et bien au contraire, à mon avis. Je respecte Adelaide, parce qu'Adelaide a des idées à faire valoir, c'est pas un souci. Mais par contre, bien sûr, j'ai aucun problème. On les partage pas, on sait très bien qu'on les partage pas. Parce qu'on sait très bien que ceux qui oublient le passé sont condamnés à le revivre. Mais malheureusement, ça, il ne le sait pas, il est trop jeune. En tout cas, moi, je veux dire. Mais tu sais, toi, ton passé,
tracé, il commence en 45, le mien, il commence en 980, tu vois. Mais aussi, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on sait très bien que c'est ça, je ne vais pas parler de tambouille, mais ça qui pose problème en fait. Mais non, mais alors. En tout cas, c'est le national qui décide. Alors, tu disais les partis. Allez, on avance s'il vous plaît, parce qu'on est C'est dans l'élection l'interview. présidentielle qui va Juste tout 2 secondes, décider. vous pouvez pas dire, à mon avis, que quelque part, le fait d'avoir plusieurs candidats sur la ligne de départ soit Non, de la un même déni de équipe, démocratie. de la même équipe. Parce qu'il y a peut-être des différences, on les verra. Mais le national va décider. Mais non, Dans mais- le cadre d'un accord, ils décideront Bien s'il y a sûr. 4 Mais et voilà. réserver un partenaire. De toute façon, la quatrième, et ils le savent, j'ai dit à mes amis, la 4 historiquement est liée à Alès, et la circonscription où Max Roustan était 15 ans député. C'est une circonscription qui a toujours été aux Républicains. Cette circonscription, ça a été la mienne à la foulée, puisque j'ai été investi en 2017. J'ai préféré de renoncer à cette investiture, demander à Valérie Meunier d'y aller, mais c'était moi qui avais l'investiture. Max Roustan souhaitait que je me présente à cette circonscription pour me présenter à Alès et à la circonscription, parce que je préfère le territoire. J'ai toujours dit, d'ailleurs, vous n'avez pas vu ma candidature, si j'avais été candidat, Bien sûr. très sincèrement, Max Roustan m'aurait laissé la candidature. Je veux aujourd'hui m'occuper de ce territoire. On dit un C'est petit ça, mon mot engagement rapidement sur la 5e, Léa Boyer peut-être. Oui, Bah oui, Léa. Léa Boyer, c'est le même cas pour vous Mais Léa, bon, il est à fond d'aller dire. Imaginez bien Léa Boyer que je connais depuis qu'elle est née, que j'ai poussé, que j'ai aidé à être conseillère départementale, que j'ai pris avec Max Roustan sur la liste pour être conseillère municipale, que je pousse à être aujourd'hui investie aux législatives. Je souhaite qu'elle soit aujourd'hui une des plus jeunes députées de France. Elle a beaucoup de choses à dire. Elle fait partie de la classe montante. Et je crois effectivement que Léa Boyer peut l'emporter. Effectivement, si demain Jean-Luc Mélenchon, ce qu'à Dieu ne plaise, devienne président de la République, je reviendrai vous voir. Ça risque pas d'arriver. Mais je reviendrai vous voir. Je sais, c'est Macron qui va gagner, Christophe, tu le sais. Je sais, moi, c'est Valérie qui va gagner. Ouais, non, tu le sais. Allez, on sort un peu de la politique. Quelques questions sur les projets du territoire alésien. On revient au local du coup auquel vous tenez. Donc vous avez des grands projets sur l'agglo d'Alès et ils sont pas toujours faciles à mener. Je pense notamment aux grands travaux des thermes des Fumades qui ont pris du retard. Considérez-vous que l'État vous met des bâtons dans les roues, qu'il y a trop de normes, comme le dit la droite, votre camp politique depuis très longtemps? Alors clairement, oui, mais quand on dit l'État, il faut rentrer un peu plus dans le détail, parce que je veux remercier ici Madame la préfète du Gard, Monsieur le sous-préfet d'Alès, qui nous accompagnent très fortement et sans lesquels aujourd'hui nos dossiers auraient un peu de mal à sortir. Pour autant, et je le dis, et ça sera un des enjeux, et dans le groupe auquel je fais partie de travail sur le futur aménagement du territoire, il est temps pour faire bouger la France, pour répondre aux grands défis de la France, de donner un peu moins de pouvoir à certains fonctionnaires militants de certains services de l'État qui bloquent les projets, à Alès comme ailleurs. Quel service, la DTM par exemple? Au sein de la DTM, au sein de l'Adréal, il y a certains, alors pas non plus le directeur avec qui on s'entend très bien, il y a certains collaborateurs qui ont un pouvoir démentiel aujourd'hui de pouvoir arrêter des projets. Même au sein de l'ARS qui nous a Ça va mis... pas aider vos projets de dire ça. Mais je l'assume parce qu'ils le savent. Pour autant, mais alors j'ai aucun problème parce que si vous croyez que si je dis du bien ils vont nous aider, ça serait de se mettre le doigt dans l'œil. Donc de toute façon, c'est pas personnel. Ce que je dis, c'est du militantisme. Un fonctionnaire d'État, des collectivités aujourd'hui doit appliquer des règlements qui sont décidés par les élus. Je rappelle que dans ce pays, la démocratie c'est quoi? C'est les élus qui proposent les lois, qui sont élus par le peuple justement. Élus, c'est vachement important, et les services de l'État qui les appliquent. Malheureusement, la réglementation qui est faite par des très hauts fonctionnaires nationaux, qui sont les mêmes depuis 40 ans, sauf au moment où ils partent à la retraite, fait que les directives, on le voit avec la surtransposition européenne, c'est scandaleux quand même. L'Europe prend des décisions et la France, pour certaines d'entre elles, les surtranspose. Contrairement à d'autres pays, ça veut dire qu'on part sur la ligne de départ avec du poids dans les poches. C'est scandaleux. L'un des enjeux de cette présidentielle majeure, beaucoup plus, c'est sûr que ça parle peut-être pas aux électeurs. Et moi, je leur dis attention, réfléchissons bien. L'un des enjeux majeurs, c'est de décloisonner et de diminuer certains poids de certains services de l'État. Il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils contrôlent. Loin de moi l'idée de dire que l'État doit disparaître. L'État, un État fort, un État puissant, un État régalien est nécessaire. Mais pour accompagner les projets et pas pour porter leurs propres idées. Et notamment certains environnementalistes extrémistes qui sont en train de... On a parlé souvent, que ce soit Franck Proust, moi-même et les autres présidents, des coléoptères, des lézards osselets qui sont parfois par milliers. Oui, on entend beaucoup parler dans le Gard. Et en plus, on est soumis mais c'est à des scandaleux. règles La autour de pire C'est scandaleux. Regardez, la deux fois de voie, le contournement ouest de Nîmes, on nous parle d'un hectare de luzerne qui a protégé. Alors moi, j'offre 3 hectares pour replanter la luzerne, Allez, un mot pour sauver cette luzerne. sur la rénovation des Halles. La rénovation des Halles d'Alès, ça intéresse bien évidemment les habitants d'Alès. Il faut qu'on en parle. Oui, c'est un autre projet ambitieux qui a pris du retard. C'est un projet de 7 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Alors, il a pris du retard ce projet parce que Max Roustan a déclaré infructueux le dernier appel d'offres en raison d'un décalage entre les attentes de la municipalité et celles de l'architecte. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et est-ce que finalement ces délais, vous allez réussir à les sauver?
Oui, alors, donc on a pris un nouveau calendrier, on a pris un an de retard du fait de ce... Là aussi, c'est sur les procédures qu'il faudra modifier. La procédure de mise en concurrence, dans ce qu'on appelle un concours d'architectes, vous imaginez un peu, on lance un projet de rénovation de 8 millions d'euros, et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on dit à des architectes, proposez-nous un projet, on vous met un cahier des charges, proposez-nous un projet, et nous, de ce projet, on ne peut pas en sortir. Donc, moralité, on nous présente des projets magnifiques, des grands architectes, Rudy Ricciotti qui avait été mis en tête, par exemple, il arrive, il dit, voilà, c'est ça que je veux. Oui, c'était 15 millions. Et en plus, c'était 15 millions. Mais au-delà du prix, même le projet ne correspondait pas à notre attente et celle des utilisateurs. Donc, en réalité, on n'a pas co-construit avec l'architecte. C'est quand même un monde de fou. Donc, du coup, la nouvelle procédure nous permet de lancer une autre procédure qui est lancée aujourd'hui. Donc, les architectes vont répondre. On va choisir un cabinet d'architectes et avec l'architecte retenu, pas sur un projet pour le coup, mais sur une candidature qui le taillera bien sûr avec des références, nous allons construire avec les étaliers, avec les élus, avec l'architecte bien sûr, ce projet. Et donc, du coup, ces 6 mois perdus peuvent nous faire réussir ce marché qui est quasiment aujourd'hui le dernier point essentiel du cœur de ville d'Alès, qui était une demande des États généraux, qui ont été un moment magnifique de co-construction avec la population, et donc qui seront le lieu de vie de ce centre-ville d'Alès qui explose, qui reçoit, je le dis... À quelle échéance du coup? Alors, les débuts des travaux les travaux devraient débuter janvier-février 2023. D'accord? Ça veut dire que l'architecte doit être chez lui dans un an, permis de construire, marché de travaux. Donc j'ai mis la pression sur les services avec Max Roustan. Alors ça va être court comme délai, mais à la demande des étaliers, ils veulent commencer et c'est normal, après les fêtes de Noël. Et donc, de toute façon, ça se fera, ce marché, et c'est nécessaire. C'est un endroit de vie, c'est un endroit de promotion des produits locaux. Je sais que vous y êtes très attaché, mais attendez, parce qu'on a d'autres questions et je veux donner ensuite la parole aux sociétaires. On voulait dire un mot rapide sur le contournement de Saint-Christophe, s'il vous plaît. Là, c'est l'extérieur d'Alès, mais quand même, dites-nous un mot. C'est le président de l'Agglo d'Alès auquel je m'adresse. Ça aussi, c'est un projet qui est très attendu. Quiconque a déjà traversé Saint-Christophe sait que cette déviation, c'est plutôt important. Où est-ce qu'on en est du verdict de l'enquête publique? Ça y est, j'ai reçu hier le rapport du commissaire enquêteur, comme je suis en tant que président maître d'ouvrage. Avec des bonnes nouvelles. Voilà, avis favorable sans réserve, avec quelques remarques de certains riverains qui s'inquiètent comme d'habitude, mais c'est normal aussi de s'inquiéter par rapport à cette route. Donc maintenant, les procédures continuent, maintenant enquête parcellaire, acquisition de certains terrains et lancement des travaux. Je l'ai dit, il faut que cette rocade soit finie avant la fin de ce mandat. C'est l'objectif que je me suis donné à l'agglomération. Je rencontre d'ailleurs Françoise Laurent Périgot qui cofinancera cette rocade. C'est un accord que nous avons avec le département. Donc je souhaite commencer au plus tôt cette rocade. Mais là aussi, on parlait des services de l'État. Que de temps perdu, 70 ans. Le maire de Saint-Christophe me dit, j'étais pas né que déjà mes prédécesseurs parlaient de ce contournement. On marche sur la tête dans ce pays. Des Arlésiennes comme ça, on peut en sortir des cartons. Mais on peut en sortir le contournement ouest de Nîmes. Alors là, je dis juste un petit coup de colère. Que j'espère que tout le monde va entendre. On nous embête aujourd'hui pour le financement de ce contournement ouest, qu'on nous annonce pour 2030 dans le meilleur des cas. J'apprends que, alors que nous avions demandé, alors ça risque de pas parler, c'est-à-dire sur la partie nîmoise, un adossement au péage, c'est-à-dire demander à la société d'autoroute de pouvoir financer ses travaux, puisqu'elle est riche à milliards, donc pas les collectivités, pas l'État, et effectivement de mettre peut-être cette section à péage et garder bien sûr la partie gratuite sur la 106. Il se trouve qu'on nous explique au niveau européen que c'est pas possible cette extension, cet adossement, et j'apprends qu'à Montpellier, le contournement ouest sera adossé. Si c'est vérifié et validé, je peux vous garantir qu'on va nous entendre au plus haut niveau, jusqu'au Premier ministre qui s'est engagé à mettre la train à 2 fois 2 voies. Jean Castex. Mais oui, mon ami Jean Castex, c'est un ami, on échange souvent, voilà, c'est un ami. Et lui, il a votre numéro, contrairement à Éric Dupond-Moretti, dont je crois que vous attendez toujours l'appel. Non, je l'ai eu, l'appel d'Éric Dupond-Moretti. Et à l'époque, grande nouvelle. Ah non, mais il y a 8 mois, il y a un an. Ah oui, non, mais pas il n'y a pas eu grand-chose. Ah non, il a mis 6 mois pour répondre à un courrier qu'il m'avait demandé. Là aussi, je suis très en colère, je l'ai dit. Il m'appelle, j'ai fait venir Max Roustan dans mon bureau pour m'annoncer que la prison ne pourrait pas la faire à l'Est, qu'elle irait sur Nîmes. Bon, j'ai dit ma déception, mais j'ai dit qu'après c'est une décision qu'il assumera, contrairement à tous les précédents gouvernements. Je lui ai dit attention, j'ai profité de cet appel de 5 à 7 minutes au moins pour lui expliquer la problématique du tribunal judiciaire d'Alès, que je partage avec les responsables de ce tribunal. Il m'a dit, monsieur le président, envoyez-moi une note et je m'engage à compenser, entre guillemets, notamment en demandant ce fameux tribunal des mineurs que nous demandons collectivement depuis des années. Il se trouve que j'ai écrit le 15 mars, c'est-à-dire une semaine après un courrier de 3 pages. Et depuis, pas de nouvelles. J'ai dû appeler Matignon pour dire mais que se fait-il, je sais pas. Et il nous a envoyé un courrier bateau fait par ses services. Donc voilà, il s'est foutu de nous et c'est scandaleux. Et là, je dis qu'un ministre qui se fout d'élu de la République, c'est un ministre qui aujourd'hui devrait passer par le suffrage universel, rencontrer
rencontrer, prendre des baffes dans la rue. Comme je dis souvent, nous les élus, on est à portée de baffes. Hein, et donc, ces personnes-là, c'est pas parce qu'on est un brillant avocat qu'on est un brillant ministre. En l'occurrence, sur ces engagements, un peu de respect pour nous. Et je demande aujourd'hui de conforter le tribunal judiciaire d'Alès quand je vois les chiffres aujourd'hui, parce qu'il est sous l'eau. Allez, les questions de nos sociétaires pour terminer cette interview. On va commencer avec Adelin. Écoutez, moi je vais nous ramener à la politique et à la présidentielle. On s'en doutait un petit peu. Ah, vous savez, c'est mon dada. Alors, si Valérie Pécresse n'est pas au second tour et qu'Éric Zemmour y est, vous votez Éric Zemmour ou Emmanuel Macron? écoutez. Répondez à la question. Éric Zemmour ou Emmanuel Macron? Non, mais écoutez, j'ai toujours été très très clair en la matière. Il est évident que ce moment-là, qui n'arrivera pas, j'annoncerai la décision clairement. D'accord? Je n'ai jamais fait mystère de mon opposition à la droite extrême. Je crois que c'est un engagement politique fort. Donc vous voterez Emmanuel Macron? Écoutez bien ce que je dis. Je dis pour moi, Valérie Pécresse, je ne fais pas la politique fiction, moi. Vous pouvez voter blanc aussi, M. Rivin. Par exemple. Donc il y aura soit blanc, soit Emmanuel Macron. Il n'y aura en aucun cas Éric Zemmour. Je ne peux pas aujourd'hui accepter. Quand on dit... Mais il faut le dire aux Républicains d'Alès. Non, mais quand on dit, mais regardez, si je le dis à la télé, ils je nous ne appellent pas les Républicains. Oui, alors est-ce qu'il serait possible, vous savez, je dirais aux Républicains d'Alès, quand on prend la parole et qu'on dit qu'aujourd'hui il faut sortir des écoles publiques les jeunes handicapés, je ne peux pas. Mais moi, c'est personnellement. Pas ce qu'il a dit. Mais ne dites pas, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Si, il a dit qu'il fallait mettre dans des classes spécialisées. Mais c'est-à-dire qu'il ne fallait pas faire de l'inclusion aujourd'hui de certaines personnes. Oui. Je refuse ça. Il y a des positions aujourd'hui. Quand il y a des positions aujourd'hui, et je peux débattre proposition par proposition, c'est pas aujourd'hui. Il y a des choses qui, pour moi, ne sont pas acceptables. Et je crois, je vais vous dire un truc, au-delà de ça. Ça va fracturer un peu plus la France. La France est déjà fracturée. Eh bien, n'en rajoutons pas une. Ne rajoutons pas une couche. Le lendemain, Éric Zemmour élu président de la République, qu'est-ce qui va se passer? C'est vous qui revendiquiez 980. C'est très ancien quand même. Soit Éric Zemmour va renier 80% de ses idées confrontées à la réalité du pouvoir, parce qu'il ne la connaît pas, la réalité du pouvoir. Soit globalement, la France va exploser. La France va exploser. Les gens vont être dans la rue en permanence. Moi, je veux que la France se rassemble. Et la candidate, les gilets jaunes. Mais il faut les rassembler, ces gens, il faut leur parler. Ce qu'Emmanuel Macron n'a pas su faire, c'est leur parler. Il les a méprisés. Moi, je dis une chose. Oui, bien sûr, un président de la République, c'est un problème de personne et de positionnement, monsieur. Ça veut dire que le président de la République, aujourd'hui, quand on dit aux gens qu'on emmerde un tel ou tel, qu'on est président de la République, je suis désolé. C'est quelque chose que je n'accepte pas. Quand on dit que quelque part, aujourd'hui, je veux exclure ou je veux sectoriser, je n'accepte pas. La société doit être rassemblée. Nous, chez les Républicains, les gaullistes que nous sommes, aujourd'hui, c'est rassembler la France. Vous êtes les héritiers de l'UDI. Mais arrêtez, écoutez, regardez mon parcours. Vous savez, ce genre d'invectives qui sont basées sur rien du tout. Parce que, vous ne me connaissez pas, mon engagement politique, j'ai adhéré au RPR. En 76, le RPR a été créé, j'avais 10 ans, j'y étais avec ma grand-mère. En 84, j'ai adhéré, j'avais 16 ans, j'ai pris ma carte sans interruption depuis 84, je suis l'un des plus anciens adhérents. Ben oui, parce que le RPR est devenu UMP et le RPR a disparu. On a pris les électeurs. J'aurais bien préféré que le RPR. Non, mais attendez, le RPR ayant disparu, j'ai suivi ma famille politique qui était gouvernée par le RPR. Parce que je sais que Nicolas Sarkozy, qui a été élu par l'UMP, était un ancien du RPR. Donc, ne rentrez. Vous voyez, comment voulez-vous que les gens qui nous regardent, ils nous disent, mais regardez, même les jeunes aujourd'hui, ils font comme les vieux. Mais avancez. Vous avez la possibilité, vous les jeunes, de pouvoir proposer autre chose, un autre chemin politique, puisque les vieux. C'est quoi la rupture? C'est m'expliquer que je ne suis pas un gaulliste, mais que je suis un macroniste ou pas. Je suis Christophe Rivin, président des Républicains de Gare, fier de l'être, fidèle à ma famille gaulliste, et je suis un gaulliste. Et puis j'ai eu la chance, de croiser le général de Gaulle, j'avais 2 ans, c'était en Allemagne, dans ma poussette, vous voyez, je veux dire, donc moi je suis un gaulliste qui l'ai rencontré. Donc en l'occurrence, ce que je veux vous dire, voilà. Et ce que je veux vous dire, c'est que je sais ce que le général a apporté à la France, et je sais que notamment, il a su rassembler les Françaises et les Français. Et la force du gaullisme, aujourd'hui, entre autres, dans cette valeur... Vous pensez que Valérie Pécresse va rassembler les Français? Mais bien sûr qu'elle va rassembler les Français, parce que le programme qui va vivre, ça va être un programme qui va proposer de l'effort. Vous savez, les Français, ce qui demandent toute tendance politique confondue, justice et ordre. Justice sociale, peut-être que vous n'avez juste pas la même définition de français, en fait. C'est-à-dire je ne sais pas, peut-être que vous estimez que c'est autre chose que ce qu'estime Christophe Rivin. Ah, peut-être. En tout cas, vous avez posé votre question à par définir ça. Et je crois que Christophe Rivin vous a répondu avec énergie. Ah oui. Brahim Aber, votre question à notre invité pour terminer cette interview. On va revenir sur du local, donc du coup, on peut pas nier que Alès a évolué depuis 30 ans, il n'y a pas de souci, je l'ai vu, j'ai grandi avec.
Et je trouve que Max Roustan, avec son équipe, et notamment avec Christophe, ont fait évoluer la ville. Positivement ? Positivement, oui, bien évidemment. Voilà. Le seul point négatif que je vois et que Christophe a du mal à mettre en avant, c'est qu'il ne parle pas assez souvent de l'accompagnement de l'État, je le redis, par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport à l'ANRU, 137 millions de subventions données pour réhabiliter les quartiers, donc du coup, et notamment tout l'ensemble des quartiers, puisque ça va jusqu'au centre-ville, ce que vous allez rénover, c'est la Grande Rue Jean Moulin. Et c'est beaucoup d'argent, hein. C'est 137 millions d'euros. Alors il y a 460 pour Nîmes, mais 137 pour les c'est beaucoup. Bon, après c'est en fonction de la commune. C'est pas 137 millions de l'État, les amis. C'est beaucoup de l'agglo, de l'Office HLM. Le premier financeur, c'est l'OPHM de l'agglo. Oui, mais c'est 57 millions. Mais c'est l'État qui lance le dispositif. Votre question, Brahim, s'il vous plaît. Sinon vous allez nous faire une pélégrini. Ouais, c'est vrai. Comment vous n'arrivez pas à reconnaître en fait que sur Alès quand même il y a des grosses difficultés. Qu'on sait que sur les moins de 30 ans il y a plus de 43% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Qu'au niveau, parce que vous proposez des services de haut niveau, c'est vrai, c'est ça, mais qui est en déconnexion en fait à la réalité des Alésiennes et des Alésiens, notamment les 15. C'est-à-dire on n'arrive pas à les capter, c'est ce que vous essayez de dire, on n'arrive pas à les accompagner. Je dis juste qu'à Alès, par exemple, il n'y a que 16,7% qui arrivent à avoir un bac. C'est ça la réalité. Alors, il y a 43% de personnes qui vivent sous le seuil. On va laisser répondre notre invité. C'est juste ça. Monsieur Lévesque. Voilà. Il est indéniable que la ville évolue. Merci mon cher Brahim pour cette question qui me donne l'occasion, et tu as participé hier, de parler de grands projets parmi d'autres que j'ai, c'est-à-dire lancer ce grand projet social de territoire sur Alès Agglomération. J'ai réuni hier, à l'espace CASO, j'ai appelé ça les CASO du social, l'ensemble des acteurs de la politique sociale sur le territoire, élus, partenaires, CAF, État, et toutes les associations, dont Brahim, et donc toutes celles et ceux. Nous étions 104. Et avec eux, nous allons bâtir ce projet social. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a des problématiques sur les, je ne les nie pas, je les porte, et je pense qu'on a apporté un certain nombre de réponses, pas tout encore, et il y en a qui vont être apportées. Et notamment, alors je ne sais pas le temps qu'on a, mais notamment sur les jeunes, parce que je souhaite notamment mettre un gros coup d'accélérateur sur aujourd'hui les études, jusqu'au bac bien sûr, et post-bac. J'ai signé, pas plus tard que ce matin, un courrier au président de l'UNIM pour m'associer au projet dans le cadre du PAI3, c'est-à-dire un programme de financement pour étendre l'université de Nîmes, aujourd'hui qui a besoin de se développer et que nous soutenons, sur Alès, avec la participation de l'IMT Mines-Alès. Je veux que demain, aucun Alésien ne puisse pas aller sur des études supérieures pour des raisons financières ou des raisons familiales de ne pas pouvoir quitter. Donc je souhaite aujourd'hui que, notamment en sciences, notamment en droit, par exemple, nous puissions faire des formations universitaires. Je souhaite aussi, et c'est le cas sur Alès, développer les instituts de formation. Nous le faisons avec tous les nombreux instituts de formation, l'AFPA, les CFA, aujourd'hui, et j'en profite pour dire que l'apprentissage, c'est une voie royale aujourd'hui pour travailler, et que sur Alès, vous allez jusqu'au diplôme d'ingénieur de l'IMT Mines-Alès en apprentissage. On peut passer du CAP, du BEP, à la licence. Je dis aussi que nous avons mis en place le campus du numérique qui permet aujourd'hui à 70 jeunes de sortir avec un diplôme. Je dis aussi qu'avec le PLUE, j'ai mis en place avec les associations, et notamment l'une dans laquelle tu travailles, à la Grand Combe, aujourd'hui, travailler sur les invisibles pour essayer de récupérer un certain nombre de ces jeunes, et on sait que le travail est immense. Oui. Le stade Sainte-Barbe. Le stade Sainte-Barbe à la Grand Combe. Donc oui, effectivement, tu as raison. Mais la question de Brahim, c'était aussi de dire comment on fait pour que ces jeunes, 4879 et puis peut-être aussi, pourquoi ils quittent Alès pour aller faire des études à Nîmes, pour aller faire des études à Montpellier. Comment on peut faire en sorte que ces jeunes continuent à faire leurs études ici, de pouvoir sur place, parce qu'on sait que le problème pour les étudiants, c'est le logement, le repas, le coût des études. C'est pas le coût d'inscription à l'université. Non, mais évidemment. Ça, c'est parce que, en plus, on peut avoir des bourses, mais tout ça, ça coûte cher. Donc, il faut proposer in situ. C'est ça l'avenir de la France. Vous savez que je suis un adepte du changement de l'aménagement du territoire, et c'est ce que je vais porter dans la campagne de Valérie Pécresse avec d'autres. De campus numérique avec des personnes. Tu parles d'ingénieurs. Non, j'ai parlé de la faculté, de l'université. Non, mais après, à un moment donné, ton campus mais numérique. Aussi, mais je te pose la question simplement. Il y a quand même une différence. Je suis en train de t'expliquer qu'il y a à peine 16,7% qui arrivent au bac. Comment tu veux qu'ils aillent après arriver? Non, et je vais te dire un truc, mais peu importe, on va pas se battre sur les chiffres. Il y a pas de truc. Non, il y a aujourd'hui, il y a aujourd'hui à peu près 1000 bacheliers, mais il n'y a pas que le bac dans la vie non plus. On exclut de ça. Tu es en train de nous expliquer qu'il ne faut pas aller au bac. Donc ça veut dire que nous, acteurs sociaux, on se bat pour faire en sorte que sur le terrain, les gens continuent à aller à l'école.
Et il ne faut pas qu'ils aillent au bac. Si tu me laisses Allez, on laisse répondre Christophe Rivenc. C'est pas ce que j'ai dit. Ne On me est à fais la pas fin dire ce que de j'ai dit pas. Je veux l'interview, dire s'il vous qu'aussi, comme j'ai dit, il y a la possibilité pour certains d'aller aujourd'hui dans les filières d'apprentissage qui permettent d'avoir des diplômants certifiés par l'Éducation nationale et qui leur permettent d'avoir un métier qu'ils apprennent dans l'entreprise avec un diplôme à la fin. Donc ce que je veux dire, il y a le bac, mais il y a aussi beaucoup d'autres formations qui sont à côté du bac et qui sont essentielles, qui fait que ces chiffres sont un peu plus élevés. Mais trop bas. Et c'est pour ça que c'est un engagement fort aujourd'hui. Quand je travaille avec l'Université de Nîmes, avec les MT Minalès, j'étais avec la nouvelle directrice Assia Tria pour essayer de voir comment on peut faire des passerelles pour permettre à plus de jeunes Alésiens pour y aller. C'est pas tout le monde qui va faire l'école des Minalès, mais si on peut en trouver quelques-uns, et notamment des filles qu'il faut. Je pense aussi qu'un des gros problèmes de l'éducation nationale, c'est l'abandon total des filières scientifiques parce qu'on n'a plus d'enseignants aujourd'hui. Il faut revaloriser la fonction d'enseignant pour qu'ils aillent aujourd'hui apprendre, parce que si tu n'apprends pas, et donc on va en parler. Bien sûr, c'est un sujet majeur, je le prends à bras-le-corps et je finis 2 jours sur ces états généraux qui vont conduire sur un projet social. Qui sera notre invité demain pendant 1 heure. Dont l'objectif, je le dis, parler avec lui. Dont l'objectif, je le dis, j'ai présenté les chiffres que tous les partenaires mettent sur la table dans cette politique sociale, optimiser ces besoins, ne pas faire d'économies sur cette politique, faire en sorte qu'avec les associations, les collectivités, tous les partenaires, nous arrivions à optimiser pour toucher plus de monde et faire en sorte, effectivement, notamment la jeunesse, qui est ma priorité numéro 1 aujourd'hui et sur lesquels nous travaillons. C'est aussi probablement, M. Rivenc, le travail de fond. Et dernier mot. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire en 1 an. C'est un travail qu'il faut engager dès à présent pour les 10 prochaines ou les 20 prochaines années. C'est engagé depuis des années, et puis ça va continuer à être engagé, et vous verrez des résultats prochains. Et puis on y reviendra. On arrive au bout, M. Rivenc. Dernier petit mot, cher Brahim. Je n'ai aucun souci pour remercier l'État quand il nous aide. J'ai remercié l'État, j'ai remercié Emmanuelle Vargon quand elle est venue nous apporter l'ANRU. J'ai trouvé que ça avait trop traîné, mais ce n'était pas de la faute de l'État en l'occurrence. J'en dirai pas plus. J'ai remercié Madame Delga quand elle est venue passer la matinée avec nous pour les aides de la région. Je n'ai aucun souci avec ça. Et je travaille très bien avec Madame Delga quand on parle territoire. On a des idées convergentes sur un certain nombre de projets. Je le dis, elle le dit, ça va bien. Avec l'État, quand l'État aide le territoire d'Alès ou au-delà du territoire d'Alès, aide la ruralité, aide aujourd'hui les villes moyennes. J'ai aucun souci. On va couper, on va mettre la mire. Pour autant. On va être obligé je veux pas qu'on pense. C'est promis qu'on vous invitera parce que c'était une super émission. Je veux pas qu'on pense que je veux couper des trucs. Oui, merci à l'État quand il nous aide. C'est parce que vous êtes Ibrahim, mais en tout cas vous avez bien répondu et on aura l'occasion. D'ailleurs, c'est peut-être un sujet très intéressant qu'on pourra mener dans cette émission, effectivement, sur l'avenir de ces jeunes du côté d'Alès et sur les autres territoires. C'est ma priorité. Les jeunes sont ma priorité. Merci et l'avenir d'avoir d'Alès. répondu en tout cas à nos questions.